Oui, qu'est-ce qui s'est mal passé en Norvège? Eh bien, on pourrait dire que du point de vue allemand, pas mal de choses se sont bien passées, et vous auriez raison. Mais puisque la question est posée du point de vue des Alliés, qu'est-ce qui a vraiment mal tourné? Eh bien, il y a plusieurs théâtres d'opération en Norvège, que ce soit naval, aérien ou terrestre, et ils interagissent tous dans l'ensemble de la campagne. Cependant, quand on regarde le côté naval des choses, on en vient vraiment à se demander comment cela a bien pu arriver. Les Allemands disposaient d'une force totale équivalente à 2 cuirassés légers, les 2 Scharnhorst, un croiseur lourd de classe Deutschland ou cuirassé de poche, selon la propagande à laquelle on veut adhérer. Aujourd'hui, 2 croiseurs lourds, l'amiral Ypper et le Blücher, 3 croiseurs légers, Köln, Königsberg, Karlsruhe et 14 destroyers, avec de nombreuses vedettes, lance-torpilles, poseurs de mines et autres petits navires, sans oublier les transports de troupes. Alors, qu'est-ce que les Alliés ont opposé à cela sur le plan naval? Eh bien, entre les marines britanniques, françaises et polonaises, ils allaient finalement déployer un total de 4 cuirassés, 2 croiseurs de bataille, 3 porte-avions, 5 croiseurs lourds, 12 croiseurs légers, 6 croiseurs anti-aériens, 33 destroyers et 19 sous-marins. Les Allemands ont aussi déployé quelques U-boots, mais l'écart de force est vite évident. Et puisque la Norvège a été envahie depuis la mer, cela aurait sûrement dû être une promenade de santé pour les Alliés. La Norvège est restée sous domination allemande pendant presque toute la Seconde Guerre mondiale. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui a exactement mal tourné? Donc, je vais avancer dans cette vidéo que la bataille pour la Norvège a en fait été effectivement perdue en mer, bien avant que la composante terrestre, ou même aérienne, n'entre vraiment en jeu. Après cette période, tout était pratiquement fini, sauf la prise de conscience générale de ce qui s'était vraiment passé. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, regardons la chronologie des événements lors des premiers jours de ce qui allait devenir la campagne de Norvège. Mais d'abord, un peu de contexte. La Norvège était jugée importante par les deux camps durant la Seconde Guerre mondiale, mais pour des raisons différentes. Du côté des Alliés, la Norvège représentait un maillon faible potentiel dans leur blocus de l'Allemagne, car les navires allemands pouvaient essayer d'utiliser les eaux territoriales norvégiennes tant que la Norvège restait neutre pour contourner les navires alliés chargés du blocus, puisque, techniquement, les navires de guerre alliés ne pouvaient pas attaquer ou capturer les navires allemands tant qu'ils se trouvaient dans les eaux territoriales norvégiennes. L'Allemagne ne pouvait pas envoyer de navires de guerre, mais pouvait expédier des cargaisons commerciales précieuses. Bien sûr, le navire de ravitaillement Altmark Graf Spee a tenté d'emprunter cette route en 1940. Dans ce cas particulier, cependant, le Her Majesty's Ship Cossack a décidé que c'était stupide et est intervenu pour capturer l'Altmark malgré tout, ce qui a entraîné une sorte d'incident diplomatique mineur. Mais toute l'affaire a été relativement vite arrangée, sauf bien sûr en Allemagne où précisément ce genre d'incident était ce qu'ils redoutaient. Et cela, ainsi, ils ont accéléré leur propre plan. Sinon, une Norvège neutre ne constituait aucune menace pour les Alliés. Et en effet, on craignait que si les Alliés tentaient d'envahir la Norvège de leur propre initiative, cela pourrait pousser d'autres nations neutres à se ranger du côté de l'Allemagne. Pour l'Allemagne, il était avantageux de garder la Norvège neutre pour plusieurs raisons. Premièrement, la possibilité de contourner le blocus allié, comme expliqué précédemment. Aussi, car beaucoup de minerais de fer suédois et d'autres minéraux nécessaires à l'effort de guerre allemand étaient exportés par voie terrestre, vers le port norvégien de Narvik, d'où ils pouvaient être expédiés vers l'Allemagne. Cela était important pour 2 raisons. La principale raison était que les navires allemands pouvaient utiliser les eaux norvégiennes pour s'approcher de l'Allemagne. En effet, ils restaient à portée de la couverture aérienne de la Luftwaffe tout en transportant leur cargaison vitale. Cela les protégeait également des attaques de sous-marins pendant une période significative. Mais deuxièmement, parce que la seule autre option pour le minerai suédois et d'autres matériaux était de l'expédier via la Baltique. Même si la Baltique était un peu plus sûre, elle gelait aussi régulièrement l'hiver. Ainsi, Narvik était un élément clé dans la chaîne logistique allemande. Cependant, alors que les Alliés considéraient la situation comme la Norvège amie, la bonne Norvège neutre, avec quelques problèmes et une Norvège hostile à cause de l'attaque, ce qui représentait un très gros inconvénient, les Allemands avaient une perspective légèrement différente. Évidemment, une Norvège amie était une bonne chose, une Norvège neutre était également utile.
Cependant, une Norvège occupée offrait un certain nombre d'avantages supplémentaires, tandis qu'une Norvège occupée signifierait qu'il n'y aurait plus la protection des eaux neutres pour la navigation allemande. Les Allemands pourraient ainsi stationner avions, navires et sous-marins dans les ports et aérodromes norvégiens, assurant la couverture de leur marine marchande. De plus, l'accès à tous les ports norvégiens ainsi qu'aux aérodromes permettrait aux avions allemands à long rayon d'action de se diriger vers l'Atlantique Nord sans avoir à faire un détour extrême autour des îles britanniques, économisant ainsi du carburant et augmentant leur portée. Et cela permettrait également aux Allemands de percer la blocus britannique. Cela permettrait à nouveau à leurs propres navires marchands venant de l'étranger de rentrer chez eux, mais aussi à leurs navires de surface et sous-marins d'essayer d'entrer dans l'Atlantique Nord et de semer le chaos parmi les différents convois marchands alliés, et ainsi de suite. Cela offrirait à la Luftwaffe un autre angle d'attaque vers Scapa Flow et la Grande-Bretagne. Bien sûr, les deux camps, pratiquement dès le début de la guerre, avaient violé la neutralité norvégienne. Cela variait assez significativement selon l'incident. Des incidents comme l'Altmark jusqu'aux sous-marins allemands coulant des navires marchands britanniques dans les eaux norvégiennes et tout ce qui se situait entre ces deux faits. Mais en avril 1940, les deux camps avaient décidé qu'il fallait agir. Ce quelque chose différait selon le camp auquel on appartenait. Les deux, cependant, comptaient sur des violations flagrantes de la neutralité norvégienne. Le plan des Alliés était un peu plus compliqué. Cela commençait par l'idée de miner le chenal entre la Norvège et ses îles extérieures, ce qui obligerait alors les expéditions de minerais allemandes à faire un détour. À moins qu'ils ne veuillent être coulés en haute mer, où bien sûr ils pourraient être attaqués et saisis. Bien sûr, miner les eaux territoriales de quelqu'un d'autre constitue une violation assez grave de la neutralité. Mais d'un autre côté, vous ne tiriez pas réellement sur des Norvégiens en supposant qu'aucun membre de la marine norvégienne n'ait essayé d'intervenir de manière proactive pour empêcher le minage. Ils s'attendaient à ce que les Allemands réagissent assez durement au fait que leur principale source de minerai de fer en provenance de l'étranger soit coupée. Ils enverraient une force navale pour éliminer les mines et chasser la présence navale alliée. C'était bien sûr exactement ce que les Alliés voulaient, car ainsi la Royal Navy pourrait engager et détruire les forces allemandes puisqu'elles seraient hors de portée de la plupart de la couverture aérienne de la Luftwaffe. Et bien sûr, tous les convois de troupes que les Allemands enverraient pour essayer de prendre la Norvège seraient anéantis en même temps. Enfin, et au cas où les Allemands parviendraient à approcher la Norvège avec des troupes, les Alliés prévoyaient également d'occuper 4 grandes villes portuaires allemandes, dont Narvik. Ceci constituait une invasion du territoire norvégien et une violation accrue de sa neutralité, représentant en réalité un acte de guerre. Mais les Alliés espéraient qu'en occupant que 4 villes côtières, les Norvégiens pourraient être persuadés de ne pas répondre par la force létale, en supposant que les forces anglo-françaises et polonaises soient nettement supérieures en nombre et en armement. Cela, bien sûr, couperait les expéditions de minerais allemandes et éliminerait également de manière préventive la possibilité pour les Allemands d'utiliser la Norvège comme base pour eux-mêmes. Le plan allemand, bien plus détaillé tactiquement, était stratégiquement plus simple, envahir et contrôler la Norvège. Cela a conduit à un léger problème, à savoir qu'ils ont été reconnus presque immédiatement. La Royal Navy comptait sur le fait que toute force navale allemande se dirigeant vers la Norvège pourrait être complètement écrasée par la Royal Navy. Et donc, ils voulaient une couverture aérienne que la Luftwaffe ne pouvait pas fournir depuis les bases aériennes du nord de l'Allemagne. Et donc, l'occupation de la Norvège nécessiterait également l'occupation d'un autre pays, le Danemark. Mais dans les actualités, cela ne surprend sûrement personne. Les Allemands n'hésitaient pas à envahir des pays à l'époque, donc prendre le Danemark pour accéder à la Norvège était envisageable. 2 contraintes opérationnelles existaient. La première concernait la mobilisation d'importantes forces. Cela ne pouvait pas avoir lieu en même temps que l'invasion prévue de la France, et devait donc se dérouler plus tôt. L'autre facteur était qu'avec le temps, les levées et couchers de soleil s'éloignaient de plus en plus, ce qui entraînait un nombre croissant d'heures de lumière du jour. La Kriegsmarine voulait surtout éviter de rester longtemps au nord de la couverture aérienne allemande quand la Royal Navy était proche. Cela dictait donc également que l'opération devrait avoir lieu plus tôt que tard.
Une invasion et une occupation totale d'un pays constituent une escalade bien supérieure à l'occupation de quelques villes. Les Allemands comptaient violer plus largement la neutralité norvégienne, mais comme mentionné, les deux camps prévoyaient de le faire à grande échelle. Comme les Alliés, les Allemands pensaient qu'une force écrasante pousserait les Norvégiens à ne pas résister. Une invasion totale aurait sans doute poussé les Norvégiens à résister davantage que le plan des Alliés. Là où tout a commencé à mal tourner pour les Alliés, c'est que, sans que les deux camps ne le sachent, chacun prévoyait de lancer son opération à peu près au même moment. Nous allons voir que les échecs des Alliés résultaient d'un mélange de timing, de chance et, honnêtement, de compétences allemandes. Le timing a d'abord mal tourné pour eux, vous voyez. L'opération de minage alliée comprenait également un plan légèrement distinct visant à larguer des mines dans le Rhin afin de couper davantage l'industrie et l'approvisionnement allemand par voie d'eau. Cependant, les Français craignaient que les Allemands ne ripostent à cette dernière partie. Après plusieurs différends, il fut décidé que le minage des eaux norvégiennes serait effectué séparément. Mais elle fut également retardée de 3 jours, du 5 avril au 8 avril. Il se trouve justement que les Allemands prévoyaient d'envahir le 9 avril. Ainsi, les deux camps étaient désormais prêts à mettre à exécution leur propre plan de violation de la neutralité norvégienne à moins de 24 heures d'intervalle. Gardez à l'esprit que les Alliés s'attendaient à ce que les Allemands prennent note de ce qui se passerait lorsqu'ils mineraient les eaux norvégiennes, puis ripostent. Les Alliés ne prévoyaient pas de déployer toutes leurs forces le 8 avril. Le premier problème de timing était ce retard de 3 jours. Si les Alliés étaient intervenus le 5 avril, ils auraient eu 3 jours de plus pour déployer d'importantes forces navales et bloquer toute contre-mesure allemande, posant ainsi un sérieux problème à la force d'invasion allemande. Pourtant, chaque groupe d'attaque allemand était composé au maximum de quelques croiseurs lourds et d'un croiseur léger. Donc, à part les deux Scharnhorst, n'importe lequel des groupes d'invasion allemands aurait pu être neutralisé par une seule escadre de croiseurs. La Kriegsmarine l'avait bien compris, et c'est pourquoi les Scharnhorst ont été déployés, car cela obligerait les Alliés à riposter avec leurs propres navires capitaux. Et les deux Scharnhorst, accompagnés de toute escorte pour un groupe d'invasion particulier, seraient relativement capables de repousser tout groupe de croiseurs alliés qui pourrait se présenter. Cependant, le plan principal allemand visait à éviter les unités lourdes alliées en mer et misait surtout sur la surprise. Parce que l'autre élément naval de tout cela, dont nous n'avons pas encore parlé, était la marine royale norvégienne. Bien que moins grande et moderne que la Kriegsmarine, la marine royale norvégienne, avec ses navires de défense côtière, destroyers, dragueurs et poseurs de mines, vedettes lance-torpilles et sous-marins, pouvait infliger d'importants dégâts. À peu près n'importe quel groupe allemand qui n'incluait pas un Scharnhorst, s'il les attendait et était prêt pour eux. L'effet de surprise était donc encore plus fort pour la Kriegsmarine, à la fois pour éviter des pertes face aux unités lourdes alliées, mais aussi pour éviter un engagement prolongé avec la marine norvégienne, ce qui pourrait également entraîner des pertes assez douloureuses. Avec plus de chemin à parcourir et des transports de troupes d'invasion plus lents à protéger, les Allemands ont lancé les opérations le 3 avril. Bien que l'opération des Alliés fût prévue avant celle des Allemands, ils ont finalement commencé, un jour après, le 4 avril. Ils avaient évidemment moins de chemin à faire. Ils ne s'attendaient qu'à effectuer une opération de pose de mine, et ils utilisaient des navires beaucoup plus rapides, en particulier le Her Majesty's Ship Renown et 12 destroyers. C'est là que la chance et l'habileté allemandes sont intervenues. La chance parce qu'une violente tempête de neige s'est levée au milieu de l'océan. Ainsi, les forces britanniques en mer ont vu leur visibilité réduite, et quelques navires se sont quelque peu dispersés. L'habileté opérationnelle allemande est devenue évidente lorsque des bombardiers britanniques ont repéré certaines formations allemandes, mais les Allemands ne naviguaient pas selon le schéma évident d'un convoi d'invasion. En fait, ils avaient envoyé plusieurs navires de transport et de ravitaillement séparément, tandis que les navires de guerre naviguaient ensemble en groupes plus rapides. Cela signifiait que des navires marchands isolés, se dirigeant vers un pays qui n'était pas encore neutre, pouvaient passer inaperçus, et en effet, beaucoup l'ont été. Pendant ce temps, lorsque les convois de navires de guerre étaient repérés, aucun transport de troupes évident n'y figurait. Et ainsi, l'amirauté britannique a dû commencer à s'inquiéter sérieusement d'une tentative des forces allemandes de percer en force dans l'Atlantique.
En effet, quand les rapports de la Royal Air Force ont signalé que des croiseurs de bataille et des destroyers étaient vus vers le nord, cela confirmait les craintes de la Royal Navy, une tentative de percée en force. Et ainsi, leur attention a été quelque peu détournée de la Norvège. À présent, une nouvelle série d'événements allait se dérouler où la chance et le timing favoriseraient considérablement les Allemands. Tout a commencé avec le Glowworm. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà son histoire, mais peut-être n'en saisissent-ils pas pleinement le sens dans un contexte plus large. Le Glowworm s'était retrouvé isolé et était en route pour rejoindre le Renown lorsqu'il est tombé sur 2 destroyers allemands, le Z-11 Bernd von Arnhem et le Z-18 Hans Ludemann. Le Glowworm, bien sûr, étant un destroyer britannique, est tombé sur 2 destroyers allemands et s'est dit « expérience gratuite », puis il est immédiatement passé à l'attaque. Les destroyers allemands avaient quelques problèmes, dont l'un était que leur conception ne les aidait pas vraiment dans le genre de conditions maritimes auxquelles ils étaient confrontés. Et deuxièmement, ils étaient évidemment lourdement chargés en équipement et en troupes pour l'invasion. Donc s'engager dans un échange de tirs aurait été une façon très facile de perdre beaucoup d'hommes inutilement. Et en plus, ils ne pouvaient de toute façon pas vraiment utiliser leurs armes facilement, alors ils ont fait la chose la plus sensée. Ils ont pris la fuite. Ils ont appelé à l'aide et, grâce à la proximité de l'amiral Ypres, celui-ci est intervenu et a rapidement neutralisé le Glowworm. Le Glowworm n'a pu transmettre que « gros navire allemand, tir, puis plus rien ». Cela a donc amené l'amirauté à diriger le Renown. Son destroyer d'escorte, puis les destroyers poseurs de mines, devaient quitter le Westfjord pour rejoindre la dernière position connue du Glowworm. C'était une grande chance pour les Allemands, car leurs 10 destroyers transportant des troupes vers Narvik n'affronteraient que les défenses norvégiennes, qui bien sûr ne savaient pas qu'ils arrivaient. Si le Renown et les destroyers n'avaient pas été rappelés, 10 destroyers chargés de troupes auraient affronté une douzaine de destroyers britanniques, bien plus aptes à opérer dans les conditions maritimes de l'époque, sans oublier le Renown. De plus, l'Eidsvold et le Norge, navires de défense côtière norvégiens, auraient été alertés par le vacarme extérieur. Au lieu de cela, les 2 navires de défense norvégiens étaient les seules défenses restantes pour Narvik. Ils ignoraient aussi l'arrivée des Allemands, alors que la chance allait désormais tourner contre eux. Le timing restait en leur faveur, car le sous-marin polonais Orzel réussit à trouver et à couler une troupe allemande. Le transport, le Rio de Janeiro, tout en trouvant des preuves assez convaincantes que le navire était chargé de troupes allemandes. Ce serait le premier vrai indice d'une invasion en cours. L'Orzel en informa soigneusement l'amirauté britannique. Cependant, en raison du timing, l'amirauté était bien trop préoccupée par la situation entourant le Glowworm, qui semblait indiquer une percée navale allemande, comme nous l'avons mentionné plus tôt, ainsi que par les opérations de minage en cours sur la côte norvégienne, et donc ce rapport a été manqué. Si ces 2 incidents avaient été inversés, alors peut-être que le rapport d'Orzel aurait reçu une attention beaucoup plus immédiate. Les forces norvégiennes ont sauvé de nombreux survivants du Rio de Janeiro et averti leur parlement. Les opérations de minage britanniques détournaient aussi l'attention du gouvernement norvégien. Et donc, ils ont également manqué cette information pour ce qu'elle était jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À présent, la chance a basculé de façon décisive en faveur des Allemands. Leur deuxième groupe d'invasion, en route vers Trondheim, dont Ypres faisait partie, a été repéré par la reconnaissance aérienne britannique. Mais les navires tournaient en rond, attendant l'heure prévue pour foncer et s'emparer de Trondheim. Ainsi, l'observation a eu lieu alors que les navires allemands se dirigeaient vers l'ouest, combinées aux observations précédentes de ce qui semblait être des groupes composés uniquement de navires de guerre. En plus de la perte du Glowworm, l'amirauté était désormais presque convaincue qu'il s'agissait d'une percée navale allemande plutôt que d'une invasion de la Norvège. Ainsi, la Home Fleet, évidemment une force assez considérable, a reçu l'ordre de se diriger vers le nord-est pour intercepter ce groupe opérationnel allemand hypothétique. Plusieurs escadrons de croiseurs de la Royal Navy, ainsi que le navire jumeau Repulse et son escorte furent aussi détournés pour cette opération, et par-dessus tout cela, il y avait 4 croiseurs qui transportèrent des soldats. Il s'agissait bien sûr des troupes qui avaient été préparées pour occuper les villes côtières norvégiennes que nous avons mentionnées plus tôt. Mais avec une percée navale allemande majeure en cours, les troupes ont débarqué avec leur matériel et les croiseurs ont été envoyés rejoindre la Royal Navy au nord-est.
L'importance de cette diversion de la Royal Navy ne peut pas être surestimée. Si Glowworm n'était pas tombé sur les 2 destroyers allemands, ou si Orzel était arrivé à Rio de Janeiro plus tôt, ou avait fait son rapport un peu plus tôt, il aurait alors été plus évident pour la Royal Navy qu'une invasion était en cours. À ce moment, comme c'était le 8 avril et la Royal Navy, la Home Fleet et les escadrons de croiseurs pouvaient atteindre une vitesse élevée, donc il était possible que, s'ils avaient compris la situation, la Home Fleet et 3 autres escadrons de croiseurs auraient très bien pu tomber sur les groupes d'invasion allemands qui se dirigeaient vers les côtes ouest et sud-ouest de la Norvège. Comme mentionné, le Renown et une flottille de destroyers ont affronté les forces d'invasion allemandes en route vers Narvik. Cela aurait aussi pu entraîner la destruction ou l'endommagement de 14 destroyers allemands, le croiseur lourd Amiral Ypper, les croiseurs légers Köln et Königsberg, ainsi que plusieurs unités de soutien. La Kriegsmarine n'aurait gardé que le Karlsruhe, le Blücher, le Lützow, l'Emden et bien sûr les 2 Scharnhorst comme principales unités, mais les Scharnhorst auraient sans doute été pris en sandwich entre le Repulse, le Renown avec leurs escortes, venant de vaincre la force de Narvik et la Home Fleet au sud. Donc leur vie aurait été très brève sans des mesures d'évasion immédiates. Comme nous le savons, le Blücher n'a pas résisté longtemps aux défenses côtières norvégiennes. Ainsi, une occasion de réduire la flotte de surface allemande à un seul croiseur lourd et 2 croiseurs légers, en supposant, bien sûr, que le Karlsruhe ne soit pas ensuite frappé par l'aéronaval, comme cela allait réellement arriver, cette occasion a été manquée. Au lieu de cela, ne trouvant pas Glowworm, le Renown est retourné à sa position au large de Narvik, mais il est tombé sur le Scharnhorst et le Nesno, ce qui a conduit à l'action relativement bien connue au large des Lofoten. Malgré tout, cela finit plutôt bien pour le Renown qui repousse le Scharnhorst et le Nisno vers l'ouest. Cela signifiait aussi que le Renown et ses destroyers étaient à la fois distraits par la bataille et par la poursuite des Scharnhorst. Ainsi, cela a permis à la force allemande de Narvik de disposer de tout le temps nécessaire pour se mettre en position. Ainsi, le 9 avril, les forces de Narvik, Trondheim et Bergen, au lieu d'être détruites, ont pu débarquer et attaquer par surprise les positions norvégiennes, couler tous les navires non préparés rencontrés et capturer de nombreuses fortifications côtières. Le groupe 6 à Egersund, un autre qui aurait été pris au dépourvu par une contre-attaque britannique vers l'est, a également réussi à passer sans rencontrer de réelle opposition. En effet, la seule opposition réellement rencontrée de manière significative provenait des 2 fortifications côtières, dans les zones que la flotte nationale et les escadrons de croiseurs britanniques n'auraient probablement pas pu atteindre. Il s'agit des fortifications finales de Kristiansand, qui ont réussi à endommager le Karlsruhe, et bien sûr des fortifications de l'Oslofjord, qui ont réussi à couler le Blücher de manière spectaculaire et à endommager le Lützow. Cela, en supposant que les groupes 1 à 3 et 6 aient été éliminés par la Royal Navy, aurait signifié. La Kriegsmarine se serait retrouvée avec l'amiral Scheer, l'ancien croiseur léger Emden, ainsi que le Leipzig et le Nürnberg comme seuls navires opérationnels plus grands que des destroyers, et ils en auraient eu très peu également. Et cela sans compter que les défenses norvégiennes auraient été bien plus vigilantes si la Royal Navy avait détruit de nombreuses forces d'invasion allemandes près de leurs côtes. Et ainsi, ils auraient potentiellement pu éliminer encore plus des précieux navires de surface de la Kriegsmarine. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être, dans ce scénario hypothétique, est-ce que la Luftwaffe allemande ne serait pas intervenue pour bombarder et torpiller la Home Fleet et les escadrons de croiseurs qui étaient en train de démanteler la majeure partie de la Kriegsmarine? Et la réponse à cela, c'est que tout le plan allemand pour permettre ce genre d'action reposait sur la capture du Danemark. Et le Danemark était encore un pays libre. Le 8 avril, l'invasion n'ayant lieu que le lendemain matin, le 9. Et, bien sûr, la Luftwaffe a mis quelques jours de plus pour installer ses avions sur divers anciens aérodromes danois. Maintenant, bien sûr, les unités allemandes à plus longue portée comme les Heinkel 111 et les Junkers 88, les bombardiers pouvaient en effet atteindre les parties sud de la Norvège déjà depuis les bases allemandes, et ils le feraient d'ailleurs en attaquant des navires britanniques le 9 avril. Cependant, dans un scénario où la Home Fleet et les escadrons de croiseurs naviguent vers l'est, cette bataille aurait eu lieu le 8 avant que la couverture aérienne de la Luftwaffe ne soit en place. Une fois l'invasion allemande de la Norvège évidente, les Alliés ont tenté de réagir, mais l'avantage opérationnel restait aux Allemands. Ils avaient leurs troupes à terre,
Ils ont pu capturer des aérodromes et commencer à amener plus de troupes par avion, et ils ont pu commencer à renvoyer certains de leurs navires vulnérables chez eux. Cela signifiait également que les débarquements alliés seraient généralement des débarquements opposés. La prise du Danemark signifiait une présence renforcée de la Luftwaffe. De nombreuses unités majeures de la marine norvégienne étaient soit coulées, soit en quête d'un refuge. Bien sûr, les Allemands savaient qu'ils arrivaient, mais cela ne signifiait pas que tout se passait comme ils le voulaient. Comme dit précédemment, Blücher a été coulé par les défenses norvégiennes et Lützow et Karlsruhe endommagés. En plus de cela, entre les différentes frappes aériennes de la Fleet Air Arm, ainsi que la première et la deuxième bataille de Narvik, sans oublier les opérations menées par les sous-marins britanniques, les Allemands allaient perdre 2 des 4 croiseurs légers qu'ils avaient engagés et un autre allait être endommagé. 10 de leurs 14 destroyers allaient être coulés et 11 des 12 transports et pétroliers qu'ils utilisaient allaient également être coulés. Tous les croiseurs lourds de l'opération allaient être neutralisés. Blü, comme mentionné, a été coulé par les Norvégiens. Lützow a été endommagé par les Norvégiens puis a subi d'autres dégâts à cause d'une torpille d'un sous-marin britannique. Ypres avait aussi été endommagé par le Glowworm. Et bien sûr, il y avait les 2 Scharnhorst. Ils ont intercepté le porte-avions britannique Glorious en retraite, escorté de 2 destroyers, et ont coulé le Glorious ainsi que ses escortes. Cependant, les 2 cuirassés allemands seraient endommagés. Scharnhorst touché par une torpille d'un escorteur du Glorious et Gneisenau par une mine plus tard avec l'amiral Scheer en révision et à la fois le Prinz-Eugen et le Bismarck non terminés. Cela laissait Leipzig, Nuremberg et Emden comme les unités les plus lourdes disponibles de la Kriegsmarine à la fin de la campagne. Plusieurs petits navires de guerre comme des torpilleurs, dragueurs et peseurs de mines ainsi que des U-boots furent aussi perdus. Ainsi, sur le plan opérationnel, la campagne de Norvège serait un véritable désastre pour la Kriegsmarine. Sur le plan stratégique, ils avaient pratiquement atteint leur objectif dans son intégralité. Ils avaient débarqué toutes les troupes qu'ils devaient, ils avaient pris tous les objectifs requis et les navires qui avaient survécu. Les marines alliées, malgré des attentions peu tendres, sont tout de même rentrées chez elles. En effet, vu l'importante puissance navale que les Alliés allaient déployer contre la Norvège lors des dernières phases de la campagne, sortir un navire de guerre opérationnel de la zone relevait d'un vrai exploit pour la Kriegsmarine. Les Alliés devaient désormais affronter de nouveaux problèmes en plus de ceux déjà mentionnés. Avec les troupes débarquées des 4 croiseurs, il fallait maintenant trouver un endroit pour les rembarquer. Et, bien sûr, elles n'étaient pas disponibles pour une réaction rapide, ce qui aurait pu être la dernière méthode de secours qui aurait peut-être pu sauver la situation. Il y avait suffisamment de forces opérationnelles sur et près de la côte norvégienne pour que, si elles avaient été présentes les 9 et 10, ils auraient peut-être pu soit repousser certaines des forces allemandes, soit au moins sécuriser des parties assez importantes de la Norvège pour les forces de renfort. En plus de cela, avec les retards qu'ils avaient rencontrés pour bien comprendre la situation, le gouvernement norvégien n'a pas vraiment pu mobiliser autant de défense contre l'aspect terrestre de la campagne qu'il l'aurait souhaité. Une fois les troupes allemandes renforcées en Norvège et la suprématie aérienne de la Luftwaffe établie, la réaction alliée assez disparate ne pouvait plus faire grand-chose pour les déloger. Ils ont bien sûr essayé, et la campagne de Norvège allait durer encore quelques mois, même s'il y a eu quelques résultats positifs de la campagne de Norvège, par exemple. Le roi norvégien et sa famille ont réussi à être évacués, ainsi que le trésor royal. Des éléments de la marine norvégienne et une partie importante de la marine marchande norvégienne sont également passés aux mains des Alliés. Dans l'ensemble, la Norvège serait perdue, et les Alliés perdraient évidemment un certain nombre de navires dans l'opération, en plus du Glorious et de ses 2 escorteurs qui ont tenté de le défendre. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas regarder au-delà des premiers jours de la campagne, Drachinifel? Pourquoi ne regardes-tu pas les 60 autres jours de la campagne de Norvège? Et la réponse simple, comme je l'ai dit, c'est qu'une fois le 10 juin arrivé, tout était pratiquement terminé, à part pour la forme. Toute tentative alliée de reprendre la Norvège alors se heurterait à une lutte très difficile, et une situation qu'ils n'avaient pas anticipée et à laquelle ils devaient faire face en improvisant, pratiquement à l'improviste. Ce n'est jamais une bonne position, même lorsque vous disposez de forces techniquement supérieures, surtout face à un ennemi qui agit selon un plan et qui bénéficie de l'avantage défensif.
Existe-t-il des scénarios où la campagne de Norvège aurait pu être sauvée après le 10 avril? Oui, il y en a, mais ils sont très rares. Ironiquement, le fait que Glowworm se soit perdu puis ait résisté héroïquement au Hyper a sans doute été le point décisif de la campagne de Norvège. Du moins selon moi, dans un scénario optimal du côté des Alliés, si Glowworm ne se perd pas ou ne rencontre tout simplement pas les Allemands, alors la force d'invasion de Narvik tombe sur le Renown et ses escortes et se fait détruire, probablement avec l'aide de Lightsvold et du Norge. La Home Fleet et les escadres de croiseurs britanniques rencontrent les forces de Trondheim et Bergen, au minimum, sans parler des 4 dragueurs de mine se dirigeant vers Egersund et des défenses côtières norvégiennes qui sont en alerte et bien plus capables de faire face aux intrus qui approchent. Ils pourraient sans doute gérer le Karlsruhe, le Blücher, le Lürzow et peut-être l'Emden. La Norvège résisterait sans doute à l'invasion allemande, mais pas totalement, car la Luftwaffe opérerait toujours depuis le Danemark. Une tentative de rétablissement avec des parachutistes pourrait avoir lieu. Mais certainement, dans l'ensemble, la Norvège serait dans une bien meilleure position pour se mobiliser et résister. Aux côtés des forces alliées, dans une situation où les Alliés auraient moins de chance, les forces de Narvik, Trondheim et Bergen seraient probablement encore anéanties ou repoussées. Scharnhorster et Nesno devraient choisir entre affronter d'importants éléments de la Royal Navy ou fuir, quittant ainsi l'équation. Et bien que certaines parties du sud de la Norvège puissent encore tomber face à l'avancée allemande, surtout une fois le Danemark occupé, il y aurait nettement plus d'opportunités pour des débarquements alliés renforcés et non opposés à Trondheim, Narvik et dans les environs, afin de former une force de contre-attaque qui pourrait être capable de vaincre les Allemands et de les repousser avec l'aide norvégienne. D'autant plus que les Norvégiens auraient eu ces quelques heures cruciales supplémentaires pour se mobiliser. Et tout cela, comme nous l'avons dit plus tôt, dépendrait de Glowworm. Ce n'était pas ce sur quoi l'amirauté se focalisait le 8 avril, mais plutôt la découverte par Ösel d'une troupe allemande, le transport, ce qui aurait presque certainement conduit l'amirauté à comprendre ce qui se passait réellement. Et pour ceux d'entre vous qui pensent que je suis peut-être trop optimiste en ce qui concerne le Renown, le Repulse, leurs escortes et les chances de la Home Fleet face aux forces d'invasion allemandes, gardez à l'esprit que les Allemands auraient été largement surpassés en puissance de feu dans pratiquement toutes les positions où ils auraient été engagés. Ils auraient été très surpris, donnant ainsi un avantage à la Royal Navy. Les actions auraient sans doute eu lieu dans l'obscurité ou le brouillard, avantageant encore la Royal Navy à ce stade de la guerre. Et bien sûr, la raison pour laquelle les 2 destroyers allemands avaient fui devant Glowworm au départ. Les navires allemands transportent des troupes et des fournitures, ils sont donc beaucoup plus lourdement chargés qu'ils ne le seraient normalement. Et ils vont être réticents à s'engager dans l'action dès le départ, en raison du fait que, alors qu'un obus explosif aléatoire ne poserait pas trop de problèmes à un croiseur lourd, ou peut-être, s'il s'agit d'un obus plus léger, même à certains des destroyers, si cela touche un endroit aléatoire sur la superstructure. Dans ce scénario, cela causerait des pertes assez importantes parmi les troupes allemandes, et donc ils ne voudraient pas s'engager dans une fusillade s'ils pouvaient l'éviter. Cela donne clairement l'agression et l'avantage à la Royal Navy. Maintenant, l'échec de l'invasion de la Norvège n'allait presque certainement pas arrêter l'invasion de la France, puisque, en fait, l'invasion de la France avait déjà commencé. Alors que la campagne de Norvège était encore en cours et que la Kriegsmarine n'a pas vraiment contribué autant que ça à l'invasion de la France. Donc, dans le cadre plus large des grandes tendances de la première partie de la Seconde Guerre mondiale, la campagne de Norvège, qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre, a relativement peu de chances de changer grand-chose. Cependant, une Norvège libre, ou plus probablement contrôlée par les Alliés, ou même une Norvège dont seule la partie sud serait occupée par les Allemands et où les combats continueraient, aurait très probablement des impacts significatifs sur les capacités de l'Allemagne à faire la guerre à l'avenir, car bien sûr il serait coupé du minerai de fer suédois et, plus tard, évidemment, de l'accès facile à l'océan Arctique. Mais voilà, ma petite thèse sur ce qui s'est exactement mal passé en Norvège. La chance, comme toujours, a été l'un des principaux facteurs décisifs. Cependant, le timing a souvent désavantagé les Alliés, et il ne faut pas non plus négliger l'habileté opérationnelle des Allemands, notamment dans leur choix de mener l'invasion avec des formations séparées de navires de guerre et de navires marchands. En plus de leur sens du timing et du bluff, les Norvégiens ont clairement joué un rôle majeur dans le succès initial des débarquements allemands.
Bien qu'il soit possible d'imaginer des scénarios de reprise alliés pour le reste de la campagne de Norvège, je pense qu'il est assez clair que si la chance ou le timing avait été du côté des Alliés pendant cette période, ou si les Allemands avaient commis une erreur opérationnelle, comme inclure un transport de troupes avec leurs unités de guerre, les Alliés auraient pu repousser la plupart, voire la totalité, de l'invasion norvégienne avant qu'elle ne commence vraiment. Et bien sûr, alors que les flottes alliées étaient capables d'absorber les pertes bien mieux. La perte du navire jumeau de Bliskovitch, le Gram, ainsi que du sous-marin Ozel et du destroyer français Bison. Les dégâts subis par l'un de leurs croiseurs ainsi que les pertes britanniques du porte-avions Glorious, de plusieurs croiseurs, destroyers et d'un sous-marin étaient toutes des pertes. Cela se ferait vivement sentir dans les années à venir, en particulier pour le Glorious, et un certain nombre de navires de la classe Tribal qui furent soit coulés, soit endommagés. Voilà, c'est ma réponse à ce qui n'a pas fonctionné en Norvège. Si vous avez d'autres idées, si vous souhaitez ajouter des détails, des clarifications ou suggérer d'autres scénarios alternatifs, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et encore une fois, merci beaucoup de regarder.